Try to squash the East Coast, West Coast beef. We didn't talk, but he was still alive in the hospital. And it rained that day in Vegas. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. Notre ADN est le même dans toutes nos cellules. Toutes, que ce soit un neurone ou une cellule de peau, elles contiennent le même ADN, le même génome. Si ces informations de base produisent des cellules, des phénotypes différents, c'est donc qu'il y a une étape de traduction, d'interprétation de ces informations, comme une grille de lecture au-dessus des gènes. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé. Aujourd'hui, nous parlons donc d'épigénétique, cette discipline dont l'objet d'étude est cette fameuse grille de lecture, pour comprendre comment et pourquoi certaines de nos caractéristiques génétiques s'expriment et d'autres pas. Pour cela, je suis accompagnée par Armelle Corpet. Armelle Corpet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence de l'Université Claude Bernard Lyon 1, chercheuse à l'Institut Neuromyogène et épigénéticienne. Armelle Corpet, pouvez-vous nous expliquer un peu plus et sans doute un peu mieux ce qu'est l'épigénétique ? Oui, alors l'épigénétique, c'est, comme vous l'avez un peu dit, chercher à comprendre comment les gènes vont être exprimés ou non dans différentes cellules. Toutes nos cellules ont effectivement le même ADN, que ce soit une cellule de peau ou un neurone. Et cet ADN est le porteur de notre information génétique. C'est ce qui fait qu'on va être une fille ou un garçon. Mais certaines parties de ce génome vont être utilisées dans certaines cellules et ne vont pas être utilisées dans d'autres cellules. C'est cette utilisation différentielle des gènes qui va conduire à l'identité de nos cellules. Et donc l'épigénétique, c'est vraiment l'étude de ces changements d'expression des gènes qui sont stables, qui vont être réversibles, mais qui n'impliquent pas de changement au niveau de l'ADN. Donc ça va être assuré par un ensemble de marques qui vont être déposées sur l'ADN ou sur les protéines autour desquelles s'enroule l'ADN. Puisque dans nos cellules, l'ADN n'est pas nu, il s'enroule autour de petites protéines qu'on appelle les histones pour former une structure qu'on appelle la chromatine. Et donc cet ADN est replié et il peut être la cible de modifications qui se déposent sur l'ADN comme des petites étiquettes ou alors sur les histones. Donc l'ensemble de ces marques vont donner des instructions à la cellule pour aller lire l'information génétique ou non. Et donc la cellule va pouvoir décrypter quels gènes doivent être utilisés ou quels gènes doivent rester silencieux dans ces cellules. D'accord. Donc en fait, ces marqueurs-là, c'est comme si en gros on mettait un bout de scotch sur un plan de montage et du coup, les mécanismes en charge de lire l'ADN vont savoir ce qu'ils doivent exprimer ou pas. Oui, alors les mécanismes de transcription, donc la machinerie qui va lire l'ADN pour fabriquer les protéines, va pouvoir savoir effectivement si le gène doit être lu ou non. Et donc ça se fait. Donc tout l'ensemble de ces petites marques vont permettre de compacter plus ou moins fortement l'ADN. Donc, je vais imaginer que vous avez une grande fibre qui est sous forme de collier de perles. Et donc, ce collier de perles, qui est la chromatine, va pouvoir être replié de façon différente. Donc, dans certaines régions, la compaction va être très forte. Donc, la cellule ne pourra pas lire. La machinerie de transcription ne pourra pas accéder pour lire l'information génétique. Et dans certaines zones, la chromatine sera décompactée. Et donc, la cellule pourra aller transcrire les gènes. Donc cette image du repliement de l'ADN, on peut l'utiliser pour expliquer l'épigénétique grâce à l'origami. Si on imagine que l'ADN, c'est une feuille de papier, donc cet ADN est le même dans toutes les cellules, mais on peut replier cette feuille de papier de façon différente pour faire finalement un phénotype différent, une identité cellulaire différente. Donc quand vous pliez votre feuille de papier, vous pouvez faire un oiseau ou un poisson par exemple. Et donc, cette image de l'origami, elle montre bien que, voilà, à partir d'un même ADN, on peut replier de façon différente pour faire différents types de cellules. Et il y a aussi la notion de réversibilité, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, de ces marques. On peut déplier la feuille de papier pour retrouver le même ADN. Et donc, on va pouvoir en parler sûrement, mais les marques épigénétiques sont réversibles, elles peuvent être retirées. D'accord. Et du coup, ces marques épigénétiques, elles sont influencées par quoi ? Quels sont les éléments qui font qu'un ADN est marqué à un certain endroit ou pas ? Alors ça se passe au cours du développement embryonnaire. C'est d'ailleurs de là qu'est originaire le terme d'épigénétique, puisque ça vient de l'épigénèse, la théorie développée par Aristote, selon laquelle la formation des organismes se fait de façon progressive. Donc il y a eu un moment, la théorie de la préformation, on pensait que dans une cellule œuf, il y avait un individu préformé, tout petit.
Maintenant, évidemment, on sait que ce n'est pas le cas. Et Aristote avait mis en avant cette idée d'une spécialisation progressive des cellules pour permettre la construction d'un organisme. Il avait appelé ça l'épigénèse. Et donc, les marques épigénétiques vont être déposées au cours du développement embryonnaire. Donc, à partir d'une cellule œuf qui est un peu schématiquement vierge de modifications. Et les marques vont progressivement être déposées grâce à différents facteurs environnementaux, la présence de certains facteurs de transcription, etc., qui vont cibler les endroits où vont être déposées ces marques épigénétiques. Et donc ça ne se passe que pendant le développement embryonnaire? Oui, alors principalement. Donc ça, c'est là où on va vraiment faire le processus de différenciation cellulaire, au cours desquels les cellules vont acquérir leur identité et donc vont mémoriser les différents marques épigénétiques qui seront nécessaires au maintien de leur identité. En principe, une fois que c'est fait, c'est relativement stable. Donc vos cellules de peau qui se divisent restent des cellules de peau. Donc il y a une conservation de la mémoire de l'identité des cellules grâce au fait que ces marques épigénétiques sont transmises à travers les divisions cellulaires qu'on appelle les mitoses. D'accord. Et donc, comment est-ce que se combine cette conservation de la mémoire et le côté réversible dont vous parliez de ces marques épigénétiques? Oui, alors c'est une question intéressante. Donc il y a un processus qu'on appelle la reprogrammation. Et donc lors de la fabrication des gamètes, il va y avoir un effacement quasi total des marques qui sont présentes, les marques épigénétiques qui sont présentes, pour que à la génération suivante, lors de la formation du zygote après fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, eh bien il n'y ait pas de marques présentes et qu'on puisse reformer un organisme avec les marques qui vont se réétablir pour former différents types de cellules. Donc ce processus de reprogrammation, il a été mis en évidence d'abord avec le clonage par différentes personnes, dont John Gurdon, qui a reçu le prix Nobel en 2012 avec un chercheur japonais qui s'appelle Yamanaka, qui lui a pu mettre en évidence la reprogrammation possible de cellules adultes, donc de cellules somatiques qui sont différenciées, grâce à un cocktail de 4 facteurs de transcription. Donc on peut introduire ces facteurs de transcription dans les cellules et ça va induire la reprogrammation de leurs marques. Donc il va y avoir un effacement progressif des marques de différenciation. Donc on prend par exemple un fibroblaste, une cellule sous la peau, et on va introduire ce cocktail et les marques épigénétiques vont s'effacer progressivement. Donc ça prend quand même un petit peu de temps, à peu près 1 mois en culture. Et on va retrouver des cellules souches qu'on appelle les cellules souches pluripotentes, puisqu'elles vont pouvoir se différencier à nouveau dans beaucoup de types cellulaires différents. On les appelle les cellules souches pluripotentes induites, puisque là, on a induit leur reprogrammation. Mais dans le cas du développement normal, il y a ces vagues de reprogrammation qui se font au niveau de la formation des gamètes. Et puis, après la formation du zygote, on a une vague de reprogrammation qui permet d'effacer les marques avant de repartir sur la différenciation. Donc vos recherches portent spécifiquement sur ces fameuses cellules souches pluripotentes induites. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et des applications que cela a déjà ou que ça pourrait avoir par la suite? Oui, alors moi je ne travaille pas directement avec les IPS, mais dans mon institut et dans mon équipe de recherche, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les cellules souches pluripotentes induites. Donc le premier avantage, ça va être qu'on va pouvoir modéliser en culture avec ces cellules des maladies auxquelles on n'a pas forcément accès. Donc c'est notamment un gros avantage pour les maladies neurodégénératives, puisque par exemple la SMA, Spinal Muscular Atrophy, désolée, j'ai plus l'équivalent en français, qui va être une dégénérescence de certains neurones. On ne peut pas aller chez des patients qui sont atteints de cette maladie, prélever les neurones, évidemment, éthiquement, c'est pas possible. Donc on peut prendre des fibroblastes de ces patients, on va reprogrammer en IPS, donc en cellules souches pluripotentes induites, et en culture. Et ensuite, on va pouvoir redifférencier ces cellules en neurones. Et donc ça va nous permettre d'avoir un modèle cellulaire de la maladie en culture. Et donc, on va pouvoir mieux comprendre les mécanismes qui permettent l'apparition de certaines maladies. Donc ça, c'est la première grande utilité de ces cellules. La deuxième grande utilité, c'est qu'on va pouvoir tester aussi en culture in vitro différentes drogues, différentes thérapies. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour faire du screening, trouver des nouvelles cibles thérapeutiques. Et puis la troisième utilisation possible de ces IPS, donc Induced Pluripotent Stem Cells en anglais, c'est la thérapie cellulaire. Donc là, on peut imaginer chez un patient qui va avoir par exemple une dégénérescence de la rétine avec la dégénérescence maculaire, on peut prendre à nouveau des cellules de peau,
les reprogrammer en culture in vitro, en cellules de la rétine, et on peut réinjecter ces cellules chez ce patient. Donc il n'y a pas de problème de rejet de greffe, etc. Puis ce sont vraiment les propres cellules du patient qui ont été reprogrammées. On a pris des cellules de peau qu'on a reprogrammées en cellules rétiniennes. Donc c'est vraiment fascinant. Après, voilà, c'est encore en essai de phase clinique. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien vérifier. Voilà, les cellules qui sont reprogrammées, dans certains cas, peuvent potentiellement se remettre à donner d'autres choses ou des tumeurs. Donc, il y a tout un ensemble de contrôles qui doivent être faits. Mais voilà, ça ouvre beaucoup de perspectives sur le traitement d'un certain nombre de maladies. Il y a aussi un essai clinique qui a été fait avec la maladie de Parkinson, où on utilise des cellules souches pluripotentes qui ont été redifférenciées en neurones, cette fois-ci, qui sécrètent de la dopamine et qu'on a injecté dans le cerveau de patients atteints de maladie de Parkinson. C'est fascinant. Excusez-moi. Du coup, je vais revenir sur cette question de la reprogrammation dont vous parlez, notamment au moment de la fécondation. Ça veut donc dire que, à l'inverse du génome, les marques épigénétiques ne sont pas héritables. Oui, alors effectivement, on pensait jusqu'à peu que toutes ces marques sont reprogrammées. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'on sait quand même depuis un petit moment qu'il y a certaines marques qui sont conservées, notamment sur des gènes un peu spécifiques qui s'appellent les gènes soumis à empreinte parentale. Donc là, il y a des marques de méthylation de l'ADN qui sont conservées après la fécondation, qui vont servir à marquer de façon différentielle les chromosomes paternels et maternels. Donc ça, c'est connu depuis un certain temps. Et puis maintenant, on a quelques études chez principalement les mammifères, les rongeurs, les souris ou les rats, qui montrent que potentiellement, certaines marques épigénétiques sont effectivement transmises depuis les gamètes jusqu'à la génération suivante. On peut en reparler un petit peu après. On peut en reparler tout de suite. Du coup... Voilà, si vous aviez un exemple, donc j'ai lu que chez la souris, c'était des tests qui avaient été faits sur un gène agouti, c'est ça ? Oui. Alors le gène agouti, on en reparlera peut-être plutôt sur l'influence de l'environnement sur les marques épigénétiques. Mais je peux vous donner un exemple autre chez le rat. Donc l'avantage du travail avec les mammifères, c'est que dans cette question de l'héritabilité des marques épigénétiques, c'est difficile de savoir en quoi ces marques vont influencer les phénotypes, des caractéristiques visibles, parce que chez l'homme, il y a bien sûr la contribution de la génétique, et on est tous différents génétiquement. Donc on travaille chez les mammifères avec des animaux qui sont génétiquement identiques. Du coup, ça nous permet d'observer des caractéristiques qui vont vraiment être dues à seulement des marques épigénétiques. Et donc chez les rats qu'on prend qui sont identiques, on va habituer un rat adulte à sentir une odeur. Donc, il va apprendre à reconnaître cette odeur et on lui donne une petite impulsion électrique. Donc, quand il va sentir cette odeur, ça sera associé à de la peur chez ce rat. Donc, il sera visible parce qu'il va trembler. Enfin, il y a différents phénotypes. Et donc, ensuite, on prélève le sperme de ce rat. On fait une fécondation in vitro. Donc, il n'y a pas de contact entre les animaux. Et on observe à la génération suivante qu'est-ce qui se passe. Et donc là, les animaux sont génétiquement identiques. On soumet les rats à la même odeur et ils vont aussi avoir peur. Donc il y a bien une caractéristique qui a été transmise, et on a pu le voir sur 2 générations, cette caractéristique de reconnaissance d'odeur qui est associée à de la peur. Et donc là, les chercheurs ont mis en évidence qu'il y avait des modifications de l'ADN avec des marques de méthylation qui étaient conservées dans les spermatozoïdes, qui potentiellement expliqueraient en partie pourquoi il y a cette transmission de ces caractéristiques donc acquises. Mais ça reste extrêmement parcellaire. Et on sait donc qu'il y a cette grande reprogrammation qui en fait efface quand même la très grande majorité des marques. Et donc maintenant, il y a beaucoup de recherches qui sont faites aussi au niveau du contenu en ARN non codant. Donc ce sont des petites molécules d'ARN qui sont courtes en taille, qui sont aussi présentes dans les gamètes, notamment dans le spermatozoïde, et qui potentiellement pourraient permettre de transmettre une certaine information de génération en génération. Voilà, c'est un champ de recherche qui est toujours en balbutiement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais voilà, chez l'homme, ça reste difficile de savoir est-ce qu'effectivement des caractéristiques acquises pourraient être transmises aux descendants. Il y a quelques exemples. On peut en parler éventuellement aussi. On va en parler. Du coup, avant de retourner sur cette question de l'héritabilité des caractères acquis, je voulais qu'on revienne sur cette question du lien entre environnement et épigénétique.
Donc si vous pouviez nous parler de cette fameuse étude sur le gène agouti, et puis peut-être également sur les rares cas que l'on a chez l'homme d'individus à ADN identique, que sont les jumeaux. Oui. Alors, effectivement, l'environnement va pouvoir influencer les marques épigénétiques de différentes façons. Donc, l'environnement, ça va désigner la température, le stress, les toxines, la nutrition, donc l'alimentation, etc. Donc, tous ces facteurs environnementaux, on le sait, vont pouvoir influencer l'établissement des marques épigénétiques. Et donc, chez la souris, on a un modèle qui est assez joli d'un gène qui s'appelle agouti. Et donc, une souris qui est porteuse de ce gène, qui va être gestante, en fonction de la nutrition qu'on va lui donner. Pardon, j'ai oublié de préciser. Donc, ce gène va coder pour la couleur du pelage chez la souris. Et donc, quand il est exprimé normalement, les souris vont avoir un pelage marron. Et puis, quand il s'exprime très fortement de façon un peu anormale, lorsque la zone en amont de ce gène n'est pas méthylée, justement, eh bien, les souris vont être jaunes et elles vont être diabétiques. Et donc, chez la mère, si on va donner une nutrition riche en groupement méthyle, donc les petites marques de méthylation vont se déposer sur l'ADN et donc vont faire que l'expression du gène va être normale. Donc, on aura en majorité une descendance de souris à la couleur marron. Et si on donne par contre une nutrition qui est pauvre en groupement méthyle, ou qu'on donne par exemple des composés toxiques tels que le bisphénol A, eh bien, on aura majoritairement une descendance où il n'y aura pas de méthylation sur l'ADN en amont de ce gène. Et donc, ce gène aura une expression très forte et pathologique. Et donc, on aura des souris de couleur jaune et qui seront diabétiques. Voilà, donc là, la nutrition au cours de la gestation va vraiment modifier le pattern d'établissement des marques épigénétiques. Et donc ça, c'est important parce que, donc, comme je vous l'ai dit au départ, les marques épigénétiques se déposent pendant le développement embryonnaire. Et donc, du coup, c'est vraiment une fenêtre de susceptibilité qui est très importante pour les modifications environnementales. Donc ça, on sait que voilà, des individus qui sont exposés pendant la grossesse à des changements de nutrition vont avoir, ça va forcément avoir un impact plus grand sur l'établissement des marques épigénétiques. Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle l'origine développementale de la santé des maladies. Donc une hypothèse, l'acronyme c'est DOAD. Et cette hypothèse va suggérer que l'exposition effectivement à des facteurs environnementaux du fœtus ou au niveau du développement des premières années, eh bien, pourrait prédisposer un individu à certaines maladies ensuite. Et ça impliquerait des changements épigénétiques potentiellement. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait tous une forme de capital santé au moment du développement embryonnaire. Oui, c'est sûr que c'est un moment particulier qui est vraiment important. Après, il ne faut pas mettre trop de pression sur les femmes enceintes, mais il suffit de vivre normalement, de manger normalement, mais on sait qu'effectivement, comme l'établissement des marques se fait à ce moment-là, l'impact sera plus important. Donc là, je peux vous donner quand même l'exemple d'une étude rétrospective d'épidémiologie qui a été faite au moment de la famine hollandaise, donc qui a eu lieu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands avaient coupé tous les ponts. Il n'y avait aucun approvisionnement possible d'une région de la Hollande. Et donc, il y a eu vraiment une baisse des rations caloriques drastiques à 500 kilocalories au lieu de 2000 par jour. Et donc, les femmes qui étaient enceintes pendant cette famine ont eu des enfants et ces enfants ont été suivis. On a regardé la méthylation de certains gènes, donc notamment le gène IGF-2, qui est un gène de croissance. Et on a vu qu'il y avait une baisse de la méthylation de cet ADN qu'on retrouvait chez les individus adultes. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment eu un impact qui s'était maintenu tout au cours de la vie des individus et qui en plus était associé à certaines pathologies et maladies. Et on a comparé des frères et sœurs donc, qui ont des ADN proches, donc pas exactement identiques, mais de ces mêmes femmes qui avaient eu des enfants avant ou après la famine, et eux ne présentaient pas ce défaut de méthylation sur ce gène. Donc il y a vraiment un impact important au cours de la gestation, donc de la grossesse chez les femmes, sur l'établissement de ces marques épigénétiques, et du coup la nutrition aura potentiellement un impact là-dessus. D'accord. Et du coup, pour revenir sur le cas des jumeaux, donc les jumeaux identiques, monozygotes, sachant que là ils ont le même développement embryonnaire, qu'est-ce que peut nous dire l'épigénétique sur les différences de développement qu'on peut constater sur ce type de jumeaux ? Oui, alors les jumeaux sont effectivement très intéressants en épigénétique, les vrais jumeaux, les jumeaux monozygotes, puisqu'ils ont le même ADN. Et donc, si on regarde les marques épigénétiques à la naissance, et puis tout au long de la vie, on va voir qu'il y a
au fur et à mesure une dérive épigénétique qui va se faire. Et les marques qui sont très similaires à la naissance, donc le profil est quasiment identique, eh bien, vont petit à petit être de plus en plus différentes. Et donc, si on regarde des jumeaux monozygotes à 80 ans, le profil des marques épigénétiques va être très différent. Donc ça montre une deuxième importance quand même, c'est que l'environnement va influencer même après la naissance ces marques épigénétiques. Et donc, il y aura cette dérive épigénétique avec, en fonction de la nutrition, des cadres de vie qui sont différents selon les différents individus, eh bien, des marques qui vont être déposées ou qui vont être retirées en fonction des individus. Voilà, donc ça, on le sait bien. Simplement, ce qu'on ne sait pas très bien encore chez l'homme, c'est à quel point ces changements épigénétiques qui s'accumulent avec l'âge eh bien, sont responsables ou non de certaines maladies. Puisque, comme il y a aussi énormément de facteurs génétiques impliqués, c'est difficile de décrypter ces différents, de décorréler les différentes choses. Mais voilà, on sait bien qu'effectivement, l'environnement va aussi influencer les marques épigénétiques avec l'âge. Et là, on peut parler aussi de ce qu'on appelle l'horloge épigénétique. On sait que justement, si on regarde la méthylation de l'ADN, donc toujours l'ajout de ce petit groupement méthyle, cette petite étiquette sur l'ADN, si on regarde en certains endroits bien spécifiques du génome, eh bien, on peut déterminer l'âge épigénétique et c'est très fortement corrélé avec l'âge biologique. Donc voilà, on peut regarder la méthylation et dire cette personne, en fonction de son profil de méthylation, on peut dire elle va avoir à peu près 27 ans. Donc voilà, on sait que ces marques vont vraiment changer au fur et à mesure du temps, ça a été bien montré. Et on sait aussi que finalement, les facteurs environnementaux, d'avoir une alimentation trop riche, peut influencer cette horloge épigénétique. Et on a des individus qui présentent une horloge épigénétique qui est plus avancée par rapport à leur âge biologique, et d'autres qui, au contraire, vont avoir une horloge épigénétique qui est moins avancée par rapport à leur âge biologique. Voilà, donc il y a clairement un impact des facteurs environnementaux sur ces marques, même si on a du mal à faire les liens moléculaires pour expliquer comment ça va mener à l'apparition de certaines maladies. Du coup, pour revenir rapidement sur l'hérédité des caractères acquis, c'est quand même une idée qui, pour moi, qui ne connaît pas vraiment les domaines de la biologie et de la génétique, vient un peu bousculer les idées de sélection naturelle, qui me semblait annuler un petit peu cette idée-là. Donc quel est l'impact de cette arrivée de l'épigénétique avec ces théories, ces enseignements, sur la manière dont on conçoit l'évolution globalement? Oui, alors je ne suis pas spécialiste de l'évolution, donc c'est pas évident de vous répondre bien. Il faut rester prudent déjà parce que il y a des choses qui ont été montrées chez les plantes. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un impact de cette héritabilité de marques épigénétiques chez les plantes. Donc il y a cette question dans différents organismes qui est différente. Chez les mammifères, ça reste très parcellaire, je vous en ai parlé. Et il faut rester extrêmement prudent. Chez l'homme, on n'a pas de preuve directe d'une héritabilité des caractères acquis. Vous savez bien que si vous faites beaucoup d'exercices physiques, c'est pas parce que vous êtes hyper musclé que votre enfant va être très musclé. Ça paraît une évidence et ça le reste, d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Alors, ce qu'on pense, c'est que l'épigénome pourrait permettre aux individus d'explorer rapidement une adaptation à une modification de l'environnement. Mais est-ce que cette modification va être effectivement sélectionnée par la sélection naturelle et donc transmise, et potentiellement transmise? Ça, c'est tous les objets de la recherche. Et il faut rester prudent là-dessus. Mais vraiment, il y a cette idée qu'effectivement, l'épigénétique introduit une plasticité d'adaptation à l'environnement. Mais pour l'instant, les études sont parcellaires chez les mammifères notamment, même si ça a été montré chez les plantes ou chez les levures qu'effectivement, il pourrait y avoir une sélection sur ces caractéristiques et qu'elles soient transmises. D'accord. Du coup, si j'essaye de résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire, notamment sur le domaine de la santé qui nous intéresse aujourd'hui, serait que donc l'épigénétique peut nous donner des informations sur des marques biologiques qui seraient mises en lien avec des facteurs de risque qu'on a déjà identifiés en santé publique plus largement, donc que ce soit l'alimentation équilibrée et l'activité sportive, la qualité de l'habitat, mais qu'il faut qu'on reste très prudent dans le déterminisme que ça peut avoir sur dire quelle est
le facteur le plus déterminant par rapport à l'autre, ou la part que pourrait expliquer l'alimentation dans le développement de tel ou tel type de mutation épigénétique. C'est ça? Oui. Alors, en fait, il y a les phénotypes sont souvent multifactoriels, donc ils sont le résultat d'une interaction entre génétique et épigénétique. Donc, forcément, c'est pas parce qu'on se met à manger d'un coup très bien ou très mal que tout va partir à volo. Enfin voilà, il y a des prédispositions génétiques pour les cancers, on le sait. Il y a potentiellement des prédispositions aussi qui vont affecter des gènes qui codent pour des facteurs de la machinerie épigénétique, qui vont aussi influencer le développement de cancer. Donc les choses sont très interconnectées entre génétique et épigénétique pour le développement des maladies. Et donc, il faut quand même rester aussi avec l'idée que nos marques sont relativement stables, puisque, voilà, je l'ai dit au départ, vos cellules de peau qui se divisent vont rester des cellules de peau, même si vous vous mettez à manger différemment tous les jours. Avec par exemple, le McDo tous les jours, ça ne va pas d'un coup faire que toutes vos cellules vont changer d'identité. Voilà, mais... vous l'avez bien dit, on sait quand même maintenant vraiment bien que effectivement la nutrition va avoir un impact, notamment par la disponibilité de ces groupements méthyl ou des groupements d'autres qui vont permettre d'autres modifications. Et donc ça va influencer potentiellement l'expression des gènes à long terme. Voilà. Très bien. Du coup, pour nos dernières minutes, je vais vous demander du coup, pour la santé de demain, on a tendance à parler d'une médecine 4P, donc prédictive, préventive, personnalisée et participative. Il me semble que l'épigénétique présente énormément de potentiel dans la mise en place de cette médecine-là. Est-ce que vous pourriez nous parler très rapidement des différents usages ou applications qu'ont l'épigénétique dans l'un ou plusieurs de ces différents P? Oui, alors effectivement, on peut s'en servir pour du diagnostic, puisque les marques de méthylation sur certains gènes sont impliqués dans les cancers, donc dans certains cancers, il va y avoir une hyperméthylation du promoteur, de la région juste au début du gène, qui va éteindre l'expression de ces gènes. Et donc ça, on peut s'en servir pour faire du diagnostic en regardant l'ADN circulant dans le corps, donc par exemple en faisant une prise de sang ou en regardant dans la salive, on peut détecter ces marques de méthylation et on peut donc du coup diagnostiquer un cancer. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est intéressant en termes de diagnostic. Simplement, il faut des marqueurs qui soient sensibles et fiables, ce qui n'est pas forcément encore toujours le cas. On peut aussi s'en servir, donc ces marques épigénétiques, pour faire du pronostic. Donc un patient qui va présenter un cancer, on peut aller regarder certaines marques épigénétiques précises dont on sait qu'elles vont prédire la survie du patient. Donc est-ce que le pronostic sera favorable ou est-ce qu'il sera défavorable? Et en fonction de ça, on va pouvoir ajuster les traitements. Donc quand il y a la méthylation de certains gènes, on peut ajuster le traitement et ça va permettre aux patients de répondre de façon correcte au traitement. Et donc la dernière chose qu'on peut faire, c'est d'aller cibler directement les altérations épigénétiques grâce à des drogues, donc on appelle ça les épimédicaments, qui vont permettre de réverser les modifications qui ont été déposées dans les cancers qui sont anormales. Et comme ces modifications épigénétiques sont réversibles, on peut potentiellement les retirer pour revenir à un état normal. Très bien. Merci beaucoup Armelle Cauprey. J'attends avec hâte de pouvoir prendre mes épimédicaments pour me soigner. Nous allons rendre l'antenne. Dans quelques minutes, vous retrouverez la chronique Anthropocène, aujourd'hui sur le néolithique. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour parler d'endobiogénie. Bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé.